Alors, Pierre Chéroux, qui est infirmier, cadre de santé, coordinateur du Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie du CHRU de Tours, c'est ça, doctorant en psychologie au laboratoire Calypsi EE 1901. Qualité, ça c'est le laboratoire. Et qui va nous parler de 2014 à 2024, 10 ans, retour sur le PHRIP qui s'intitulait Détercuvite. Détercuvité. Eh oui, Détercuvite. Merci. Allez, la parole. Merci tout d'abord de m'accueillir pour pouvoir présenter cette session. Quand Jean-Paul m'a contacté justement pour parler de mon parcours, il me l'a bien dit ce midi de pas trop présenter de résultats, donc je vais revoir un peu ma présentation aussi, mais de présenter principalement mon parcours en tant que chercheur. Et quand il m'a dit voilà 2014-2024, 10 ans, et en y réfléchissant en fait ça fait plus de 10 ans, puisque ça va faire près de 15 ans finalement où je suis lancé dans la recherche, un peu par hasard, enfin, surtout par hasard, où j'ai commencé... moi je suis diplômé depuis 2002, j'ai toujours travaillé en psychiatrie en tant qu'infirmier, et puis voilà... Le micro ? Pardon. Non, c'est vert. C'est bon ? Oui. Excusez-moi. Donc, quand j'ai pris on m'a proposé de prendre un poste de faisant fonction de cadre, et à ce moment-là, on me dit « Pierre, ça serait super de te lancer dans un projet de recherche. » Puis surtout, ce qu'on m'a dit, c'est que ça valoriserait le pôle psychiatrie du CHU de Tours. Moi, j'y connaissais rien en recherche, très clairement. Puis on m'a dit « Oui, ça t'aidera à réussir ton concours. » Là, je me suis dit « Ah, ça vaut le coup quand même que je me lance dans la recherche, parce que si ça m'aide à avoir mon concours, j'ai tout intérêt à y aller, ça sera plus facile. » Je vous cache pas que ça m'a quand même aidé à bien réussir mon concours d'entrée à l'école des cadres, parce qu'à l'oral, quand j'ai présenté les travaux de recherche qu'on avait commencé à initier, finalement, ça a été une aide à l'oral du concours d'entrée à l'école des cadres. Et là, à ce moment-là, il y a vraiment un soutien fort, finalement, institutionnel, où la direction des soins, notre cadre sup, les universitaires du pôle psychiatrie, vraiment, nous soutiennent, nous accompagnent au tout début. Et puis au final, je me retrouve surtout seul, avec un médecin, à écrire un projet dont je connais mal les tenants, les aboutissants, et puis j'apprends sur là finalement à construire un protocole de recherche. C'est super intéressant, mais on arrive quand même à l'aboutir. On travaille autour de l'idée que l'éducation thérapeutique, la psychoéducation finalement serait vecteur d'un mieux-être au travail, d'un meilleur niveau de qualité de vie au travail des infirmiers qui exercent en psychiatrie face à des patients qui ont un taux de rechute parfois important. Aujourd'hui, on a quand même des infirmiers de Tours aussi qui travaillent sur Pépite, donc j'espère qu'ils auront l'occasion de présenter leurs travaux prochainement, mais ils ont un poster, vous pouvez les voir au sous-sol, donc je fais un peu de pub, Arnaud, Alex, sur votre projet, qui travaillent sur ces aspects-là, en fait. Ils font de la psychoéducation précoce, et il y a un volet qualitatif sur la qualité de vie au travail. Donc finalement, il y a des liens qui s'opposent. Donc au final, on travaille sur ce projet-là, on rédige le projet, on le dépose, et notre projet n'est pas retenu par des problématiques de faisabilité, de méthodologie, et aussi parce qu'on s'est senti un peu seul, finalement, pour construire ce projet-là. Donc suite à ça, moi j'intègre l'école des cadres, je ressors de l'école des cadres en 2011 et en 2012, et suite à ça, on décide de se relancer dans la recherche, mais là moi j'ai d'autres perspectives. J'ai une formation de master finalement qui m'a donné un peu plus de billes en termes de méthodologie, et finalement je me dis aussi il faut qu'on travaille avec des collègues qui ont des compétences finalement dans ces domaines-là. Et se dire aussi que finalement on n'est jamais seul quand on construit un projet. Et c'est ça qui est important. Je pense que pour ceux qui veulent se lancer aujourd'hui, c'est dans les rencontres que vous faites, c'est aussi ce qu'il faut retenir. Et moi, je participe, je crois que c'était la 6e fois que je viens aux rencontres. Et à chaque fois, je m'enrichis finalement des échanges qu'on peut avoir les uns les autres. Et je m'en sers après dans ma pratique, ma pratique soignante, managériale ou de chercheur. Finalement, tout ça, ça se nourrit. Et je crois que c'est un message important sur ces 2 journées-là qu'il faut retenir. Et du coup, là, on construit une équipe finalement avec des infirmiers, des aides-soignants, des universitaires spécialisés dans le domaine que l'on souhaite travailler, et je vais en reparler après, également des biostatisticiens, la direction des soins qui nous soutient. Par contre, à ce moment-là, le soutien institutionnel est complexe. Des mouvements de directeurs des soins, une directrice des soins qui comprend clairement pas ce qu'on veut faire, qui dans un premier temps nous soutient pas. Dans un comité de pilotage, on se fait allumer en disant mais c'est pas de la recherche ce que vous voulez faire, ça a aucun sens. Enfin, du coup, on rame vraiment. Donc suite en entretien individuel, ça rejoint les propos que vous avez dit ce matin, hein, je vous vois. Donc autour de ça. Et finalement, on s'en sort quand même pas trop mal. On réussit à faire aboutir le projet. Et dans les éléments, il y a des éléments moteurs, hein, dire qu'on est une sorte d'émulation d'équipe, tout le monde a envie, on écrit tous ensemble.
mais aussi il faut coordonner des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Des universitaires, des hospitaliers, des biostatisticiens et des infirmiers, des aides-soignants, enfin tout ça, c'est très riche, mais assez complexe à coordonner. Et très intéressant. Au final, notre projet, qui a été financé en 2013, donc déployé dans les années qui ont suivi, je vais quand même vous le présenter rapidement pour que vous en ayez connaissance. L'idée, c'est de travailler sur les déterminants individuels, organisationnels et managériaux de la qualité du travail des infirmiers qui exercent en psychiatrie et le retentissement sur la qualité des soins. Donc d'un point de vue théorique, on se base sur des définitions de psychologues principalement américains, sur la qualité du travail, où c'est le niveau d'efficacité perçu dans différents domaines, et nous on s'appuie sur le domaine psychologique, avec les notions de satisfaction au travail, bien-être psychologique, et bien sûr de l'engagement au travail. Avec l'idée finalement que cette qualité du travail, elle serait reliée à deux grandes théories motivationnelles beaucoup utilisées en psychologie du travail, la théorie de l'autodétermination qu'on a évoquée ce matin aussi, et on ne l'a pas définie, donc je vais quand même me permettre de la définir, qui dit globalement que cette motivation, en fait, elle est liée à une satisfaction de besoins dits fondamentaux, de sentiments d'autonomie, c'est-à-dire notre capacité finalement à prendre des décisions dans nos actes de soins. Le sentiment d'affiliation, c'est comment finalement on est connu et reconnu au sein de l'équipe, et le sentiment de compétence, qui est à la fois un sentiment intrinsèque, c'est-à-dire que c'est comment on se sent compétent, mais comment nos collègues, notre environnement professionnel nous fait ce retour-là. Donc on s'est appuyé là-dessus, en sachant que ce qui a été sans doute novateur dans ce projet, c'est que des études sur la qualité du travail dans le milieu hospitalier, il y en avait quelques-unes, assez peu à l'époque, il y en a beaucoup plus maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est que le champ de la psychiatrie est assez idéal, puisque, et vous le savez, vous prenez en charge des patients qui ont des pathologies lourdes, chroniques, invalidantes, avec parfois des taux de rechute qui sont importants, pas de moins en moins grâce à de nouveaux protocoles de soins, mais globalement, c'est parfois un sentiment d'échec qui nous apparaît et qui fait qu'on ne se sent pas très bien au travail. En tout cas, ça peut avoir un rôle. Du coup, ça a vraiment une pertinence de travailler sur ce sujet-là. Les objectifs, bon, ils sont dans le titre, hein, voilà, je ne vais pas vous les reprendre, autour des déterminants de la qualité du travail, et puis l'impact sur la qualité des soins. Ce qui a été très très riche dans ce parcours-là, et moi ce qui m'a nourri, au-delà de nommer un ensemble d'échelles, donc c'est une étude quantitative, c'est surtout que cette étude multicentrique. Et aujourd'hui, on a eu l'opportunité quand même de se déplacer dans 8 centres hospitaliers dans toute la France, enfin, près de Tours, mais globalement dans toute la France, et rencontrer un grand nombre d'équipes, de professionnels, d'échanger avec eux. C'est-à-dire que finalement, notre activité clinique, qui était très auto-centrée sur le CHU de Tours, nous a permis de découvrir les équipes d'Angers, d'Allonne, de Bourges, je vois qu'il y a une collègue de Bourges qui est là, enfin voilà, de rencontrer beaucoup de collègues autour de ça, et de s'enrichir les uns les autres de ça aussi. Et ça, c'est très très intéressant. Surtout que quand on s'est déplacé, je suis pas allé tout seul en fait, c'est vraiment un travail d'équipe, c'est-à-dire qu'avec l'infirmier et l'aide-soignant avec qui on travaillé sur ce projet-là, on s'est vraiment déplacé ensemble dans les unités, rencontré les infirmiers un par un, et ça j'insiste beaucoup là-dessus. D'un point de vue méthodologique, ça je le dis aussi, l'étude est longitudinale, c'est-à-dire qu'on a interrogé les infirmiers sur 2 temps, à un an d'écart, pour voir l'évolution des différents niveaux de QVT et ses déterminants et conséquences. J'en reparlerai pas parce que les résultats sont pas du tout probants, en fait il n'y a pas d'écart significatif entre la première et la deuxième année, donc il n'y a pas finalement eu d'intérêt en termes de résultats. Ce qu'il faut retenir, voilà, on a interrogé on a eu 408 infirmiers, donc c'était des questionnaires en ligne à remplir, 408 infirmiers qui ont participé au premier questionnaire et un peu moins de 300 sur le deuxième temps. Si on reprend les résultats de ce projet, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve finalement que le type de management, qu'il vienne du médecin ou du cadre, et on en parlait juste avant sur la clinique des cadres de santé, je suis convaincu qu'aujourd'hui le management par la clinique, par le raisonnement clinique, est essentiel, et qu'un cadre qui ne connaît rien en psychiatrie a tout son intérêt de poser des questions aux infirmiers sur ce qui se passe auprès du patient, au contraire. Donc ça c'est très très important. En tout cas, ce qu'on a ressorti, c'est que globalement, on retrouve des éléments théoriques qui correspondent à d'autres études antérieures, que ce soit dans le milieu hospitalier ou le milieu industriel, c'est pas la question. En tout cas, globalement, le soutien du cadre, du manager, enfin, on peut l'appeler comme on veut, finalement, va favoriser ce sentiment d'autonomie, enfin, l'autodétermination. L'autonomie, la compétence et le sentiment
d'affiliation des professionnels de santé, et derrière avec un impact direct sur la satisfaction au travail, sur l'investissement, le dévouement, l'absorption, qui correspondent finalement à l'engagement au travail des infirmiers. Et que derrière ça, ce qu'on peut en ressortir, globalement, c'est que les infirmiers, finalement, ont... Alors, la qualité des soins est évaluée par une auto-évaluation de la bientraitance. Alors, c'est très discutable, et c'est sans doute un des biais de l'étude, c'est finalement, on n'a pas de données très objectives de la qualité des soins. En tout cas, les infirmiers ont le sentiment de bien faire leur travail, quand ils ont un niveau de qualité de vie au travail élevé. Et ça, c'est très important. Et ce qui a été intéressant aussi dans les résultats, c'est des grandes différences sur toutes les variables entre les infirmiers exerçant en hospitalisation complète et ceux exerçant ce qu'on appelle extra-hospitalier en hôpital de jour et en CMP. En gros, les infirmiers qui exercent en hospi complète ont des niveaux de QVT moins élevés et des niveaux associés aussi d'autodétermination, d'auto-efficacité, qui sont aussi plus faibles, contrairement à l'AJ-CMP. Et ça, vraiment, on n'a pas finalement de données qualitatives, et c'est là que les enjeux méthodologiques se posent aussi, pour pouvoir finalement concrétiser ça. Suite à ça, du coup, j'ai pu entrer en Master 2 de santé publique, pour pouvoir, et mon choix de travail de mémoire, finalement, il a été axé là-dessus. C'est d'essayer de comprendre finalement ce qu'attendent les infirmiers, ce qu'entendent les infirmiers par le terme autonomie. Compétence pour eux, c'est quoi l'autonomie? C'est quoi la compétence? C'est quoi le sentiment d'affiliation? Je suis vraiment revenu sur ces termes-là. Ça, c'était intéressant, où j'ai interrogé 60 infirmiers sur des données quanti, mais après, j'ai aussi tiré au sort 8 infirmiers, 4 en intra, 4 en extra, pour échanger avec eux sur ces thèmes-là, sur la question d'autonomie, de la compétence et de l'affiliation. Et ce qui en ressort quand même, c'est que finalement, en effet, les infirmiers d'extra sont plus autonomes, et sont très emmerdés avec cette autonomie. Parce que parfois, ils sont seuls face aux patients, au domicile, ils doivent prendre une décision, mais ne sont pas sécures. Tandis que les infirmiers d'intra, quand ils présentent ça, ils ont toujours l'équipe en support, des médecins souvent très vite à portée de main. Et donc il y a vraiment cet écart-là qui se pose. Et les infirmiers d'extra-hospitalier, ce qu'ils évoquent, c'est vraiment l'intérêt, finalement, d'avoir des temps formels et informels récurrents, beaucoup plus que ceux d'hospi complète, où tout s'organise finalement de manière assez facile et spontanée, prévue à l'avance, alors que sur l'extra, finalement, il faut vraiment prévoir ces temps-là pour les équipes. Ça, je viens de le dire. Voilà. Et donc, le PHRIP se termine. Enfin, se termine, non, juste, il se termine pas. En tout cas, on a fini l'analyse des données, les publications sont faites. Et moi, à ce moment-là, j'étais donc en poste sur l'extra-hospitalier d'un service de psychiatrie à Tours. Et je décide, pour des raisons professionnelles, d'aller sur un poste à l'IFSI, au CHU de Tours. Et c'était le moment pour moi de commencer à diffuser finalement les résultats du travail et même d'engager des choses pour que les choses se transforment sur le terrain. Enfin, dans mon idée, en fait, c'était vraiment ça. Ce que je vois au niveau du CHU, c'est une fois que la publication est faite, ça n'a plus tellement d'importance d'aller plus loin finalement. L'objectif est atteint pour le CHU. Les financements, tout est débloqué. Article soumis, on peut débloquer les derniers fonds du PHRIP, donc pas de problème. Donc en gros, j'ai le sentiment d'avoir été un peu abandonné là-dessus. Et puis à l'IFSI, je suis un peu loin du CHU finalement, même si on est raccroché à eux. Et je me retrouve vraiment un peu tout seul avec ce matériel-là. Mes collègues sont partis dans d'autres horizons et je me retrouve un peu seul à coordonner ça et à vouloir m'engager là-dedans, où je me dis, finalement, je vais essayer de quand même présenter des résultats. Donc je contacte les différents centres hospitaliers qui ont participé à l'étude. Alors entre ceux qui me répondent pas, le CHU de Tours, je le dis là, voilà, il n'y a pas de souci. Je les ai sollicités pour présenter les résultats. C'était il y a 5 ans et j'ai toujours pas de retour. C'est-à-dire que l'hôpital qui m'emploie n'a même pas demandé à ce que je diffuse les résultats dans leur établissement, donc ça c'est très très drôle. Et puis certains m'ont dit ok, il faut venir, et puis donc je suis allé voir la direction de l'IFSI qui m'a dit non mais attendez, là vous n'êtes pas là pour faire de la recherche, ici c'est de la pédagogie, et il n'est pas question que vous preniez du temps sur de la pédago opérationnelle pour aller faire de la recherche. Là, je dis d'accord, donc je fais comment avec le PHRIP? On dit on veut pas en entendre parler. Juste une petite anecdote, donc en janvier 2020, c'était les dernières journées auxquelles j'ai participé ici. Je suis venu sur mon temps de congé pour participer à ces journées-là. J'ai pas pu venir sur mon temps de travail. C'est vraiment l'idée finalement que c'est une mise à l'écart. Donc ça c'est assez intéressant, c'est vraiment un des freins qui s'est posé à ce moment-là, où finalement mes 4 ans d'exercice à l'IFSI, jusqu'en avril dernier, il y a 1 an, je me suis retrouvé un peu dans une mis à part autour de ça finalement, et dans une difficulté où la question de Et moi, j'ai centré ça sur le thème. Je me suis dit, en fait, c'est peut-être parce que la thématique est pas centrée sur la pédago. J'en parle maintenant parce que c'est le lien avec ce qui va se dérouler ensuite. Je dis finalement, c'est peut-être parce que c'est trop loin de la pédago que ça a posé, qu'ils veulent pas que j'y aille, quoi.
Donc j'ai mis en stand-by, et finalement, à part à Château-Renaud, donc c'est une petite commune à côté de Tours, je n'ai pas présenté les résultats dans les centres participants, alors que c'était un engagement initié depuis le début. Et suite à ça, j'ai eu l'opportunité de rentrer en thèse, donc je suis doctorant depuis, je suis en 4e année. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le volet, voilà, vous voyez bien, psychologie du travail, santé psychologique, motivation des infirmiers. Et donc, avec mon directeur de thèse, au tout début de la thèse, on réfléchit sur la thématique du projet. Rien n'est vraiment défini. Puis moi, dans ma tête, je me dis, il y a le PHRIP, il y a plein de choses à approfondir, à porter autour de la QVT des infirmiers en psychiatrie. Puis là, je me dis, mais ça va pas être possible. L'IFSI vont jamais vouloir me soutenir sur un projet de thèse autour de ça. Ils veulent même pas que je présente des résultats sur des demi-journées ailleurs. Et en discutant, il dit, on peut faire sur un volet pédago, sur la question, et donc c'est le sujet de mon travail de thèse, de la motivation et de la santé psychologique des étudiants infirmiers et des jeunes professionnels. Je dis, super, l'IFSI va me soutenir là-dessus, ça va être génial. Vous voyez le truc venir. Hein. Je crois que vous dites, ils n'ont pas dû le soutenir. Hein, voilà. Et donc c'est des questions de faisabilité en fait. C'est comment accéder facilement à une population d'études. On a 200 étudiants par promotion à Tours, sur l'IFSI où je travaille. Je me dis, c'est déjà quasiment 200 questionnaires de remplis, quoi. Enfin, je les réunis dans une salle, je leur fais signer un accord comme quoi ils sont d'accord, ils sont pas d'accord, ils ont le droit de pas répondre. Mais globalement, c'est assez simple. Plutôt que de courir à gauche à droite autour des... Voilà. Et donc on fixe, ça je le dis quand même, on fixe trois études dans la thèse. La première qui s'intéresse aux trajectoires d'engagement chez les étudiants en première année, en lien avec les intentions de quitter la profession. En fait, notre idée, c'est de se dire que finalement, l'intention de quitter la profession chez les infirmiers, alors là, du coup, c'est plus généraliste, c'est moins centré sur les étudiants, c'est moins centré sur la santé mentale et la psychiatrie, j'en suis conscient, mais je vous présente ça rapidement. L'idée, c'est de se dire que finalement, cette intention de quitter la profession, elle vient peut-être assez tôt dans la formation, dans nos hypothèses. On réfléchit à ça. Une deuxième étude qui va porter sur les stratégies de récupération en stage des étudiants de 2e année, où là, on a interrogé des étudiants pendant 15 jours, tous les jours, sur leur vécu en stage, et puis comment ils récupèrent après une journée de travail en stage autour de ça. Je vais conclure. Et un autre élément sur la fidélisation des infirmiers, des jeunes diplômés, en fait. Dans les 6 premiers mois, on a interrogé des jeunes diplômés pendant 5 mois après leur diplôme. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'IFSI, je me suis dit, je vais interroger aussi les étudiants de mon IFSI. Et on m'a dit, il n'en est pas question. Il n'est pas question, d'un point de vue éthique, on ne peut pas interroger ses propres étudiants. Je dis, tant pis. Et là, on m'a dit, vous allez être bien embêtés. Je fais, non, pas du tout, il y a 30 IFSI qui ont donné leur accord pour que j'interroge leurs étudiants, je pense que je vais m'en sortir. Donc, pour conclure, il faut que je conclue, et je pourrais échanger à la pause avec vous sur ces questions-là autour de cette étude-là, parce que les résultats sont publiés. Là, on va échanger. Ou échanger après. En tout cas, on a interrogé 2500 étudiants en France. Donc, notre étude... J'ai pas eu besoin de l'IFSI de Tours pour m'en sortir. En tout cas, c'est pour vous présenter ces freins-là. Autour du parcours, et les résultats, je les passe. Pas très important. Ce qui est intéressant aujourd'hui, donc ça fait 1 an que je suis revenu sur un poste au XAPA 37. Et le XAPA 37, l'avantage qu'il a, c'est qu'il travaille en étroite collaboration avec le laboratoire de recherche auquel je suis affilié en tant que doctorant. Et donc, du coup, ça a tout changé. Aujourd'hui, j'ai du temps, dans le cadre de mon travail de cadre de santé, d'avoir du temps pour mener ma thèse, et de faire le lien avec les collègues, les psychologues, les psychiatres avec qui on travaille, les infirmiers, les éducateurs, et que dans le projet de service qui était rédigé avant que j'arrive, l'aspect recherche, il est noté, écrit en tant qu'axe prioritaire, alors pas sur la recherche médicale, mais sur la recherche non médicale. Alors j'inclus aussi les éducateurs spécialisés, l'aspect médico-social, parce qu'on a un service médico-soc. Et du coup, ça fait partie de nos priorités, et que là, dans l'année, en fait, on va déployer un certain nombre de réunions et de travaux autour de ces éléments-là. Donc ça, pour nous, c'est très intéressant. Et que par ailleurs, au niveau du CHU de Tours, une nouvelle directrice des soins vient d'arriver, et qui semble avoir des compétences quand même en termes de recherche, ce qui change aussi la donne. Et les perspectives sont quand même plus favorables aujourd'hui pour avoir des moyens et pour favoriser le développement de la recherche paramédicale, soignante, la recherche en soins plutôt, au sein de notre CHU. Et je crois que c'est aussi des leviers forts qui vont se présenter à nous, voilà, donc des perspectives très favorables, malgré quelques années difficiles depuis 2019. Voilà, et je vais conclure là-dessus pour pas déborder. Je vous remercie de votre attention. Merci Pierre d'avoir tenu le temps. Bravo. Alors,
J'ai une chance, moi, cet après-midi, franchement. Alors, des questions. Certainement, il y a des milliers de questions. Alors, hein, on va essayer de limiter le nombre de questions, même si on imagine bien qu'il doit y en avoir plein. Il y a Jean-Michel à droite. Ça y est? Jean-Marie. Jean-Marie. J'étais endormie, j'ai pas vu. Non, j'ai pas vraiment une question, mais je voudrais vraiment te féliciter de ce parcours. Je trouve que c'est extraordinaire. Moi qui étais connu au début du PHRIP, de voir où la recherche t'a emmené et ce projet de thèse qui est vraiment très très intéressant. Voilà, je voulais surtout te dire félicitations et bravo. Merci. Merci Jean-Marie. Oui, une question? Oui. Oui, bonjour Lydiane Mathieu. Je suis moi PhDS, dont j'entends ma 4e année. Je voulais juste te demander, est-ce que vous avez eu un temps accordé par votre institution pour la recherche en vue de l'obtention d'une thèse, et avez-vous eu aussi du temps pour le PHRIP? Voilà. Alors pour le Est-ce que ce temps était pour le PHRIP, pardon, clairement oui. Oui. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la cadre supérieure du pôle m'a clairement m'a donné carte blanche en termes de l'organisation de mon travail. C'est-à-dire que je pouvais m'absenter d'une thèse. Alors bien sûr, il fallait une continuité du travail, etc. Mais globalement, j'ai assez peu travaillé autour du PHRIP en dehors de mon temps de travail, vraiment, notamment en termes de déplacement. Enfin, vraiment, ça a été vraiment pris en considération. Pour la thèse, pas du tout. Je suis vraiment. Ça a changé depuis 1 an en fait, où j'ai vraiment plus de temps à y consacrer, voilà. Mais les 3 premières années, non, c'était 100% sur mon temps perso. D'accord. Enfin, le PHRIP, il est quand même cadré hein, au niveau du temps qui est alloué aux chercheurs. Alors après, parfois, ce qui se passe, c'est qu'il y a des personnes qui demandent des projets de recherche, des PHRIP ou autres, mais qui n'ont pas forcément la connaissance, même s'ils ont pour partie renseigné les documents, de l'ensemble des obligations des institutions par rapport au temps de la recherche. Quand on a un financement d'État, le PHRIP, c'est un financement d'État, mais il y en a d'autres, hein, d'autres financements. Donc normalement, si on se réfère au texte, on n'a pas de problème pour avoir du temps. Ce qui est compliqué, c'est avant le financement. C'est-à-dire tout le montage du projet. Les mois qui précèdent d'écriture, de revue de littérature, etc. C'est là que c'est un peu compliqué. Mais moi, à ce moment-là, j'ai peu de difficulté à avoir du temps de dédier pour ça. Et après, pour les doctorats, ce qu'il faut savoir, c'est que alors c'est pas obligatoire, hein, mais il y a de plus en plus de structures hospitalières qui financent des doctorats. Ça fait partie ou pas de la politique du centre hospitalier. Et ça faisait partie d'une des questions que je posais ce matin, c'est-à-dire qu'est-ce qui est mis concrètement dans un centre hospitalier, qu'est-ce qu'on fait concrètement dans un centre hospitalier pour participer et aider au développement de la recherche. Il y a des institutions hospitalières qui financent 1, 2, 3 doctorats, enfin, ça dépend de la puissance de... Bien sûr, on va pas comparer certaines structures hospitalières avec la PHP qui peut en financer 3 ou 5, je crois, voilà, mais bon, en même temps, bien sûr. Oui. Isabelle. Oui, moi je voulais bravo encore une fois, voilà pour l'ANIAC. Moi, je comprends pas bien votre établissement dans un contexte d'obligation de leur part de prouver qu'ils préviennent les risques psychosociaux de leurs salariés, de ne pas soutenir votre travail et de ne pas s'intéresser avec un thème pareil. Franchement, les RH, la direction des RH, je comprends pas là. Ah, je comprends pas. Là, vous leur avez servi sur un plateau de quoi travailler effectivement cet aspect-là qui est aujourd'hui une obligation légale de l'employeur. Et ils vous disent non, globalement, ça nous intéresse. Ils me disent pas non, ils m'ont rien dit du tout. J'ai 0 retour. Ils n'ont rien dit du tout. Non, j'ai pas de retour. Oui, je pense qu'il y a un véritable projet de recherche pour essayer de comprendre ces résistances.
Non, c'est vrai, s'il y a quelqu'un Non, qui mais veut là, se oui, il lancer, faut qu'il y ait quelqu'un hein, qui s'y colle, là. il y a une c'est- étude à faire. D'accord. Hein. Ok. Oui, pardon. Moi, je voulais juste revenir sur le temps alloué au PHRIP dans le parcours PHRIP. C'est vrai, je suis d'accord, il y a effectivement un financement pour avoir du temps. Le problème, enfin moi qui ai obtenu quand même de l'argent pour le PHRIP, mon temps est pas complété parce que il y a aussi des problèmes de recrutement aujourd'hui et que quand vous avez un financement de pour 30 ou même 40% de temps infirmier, dans un contexte où on a du mal à recruter même des infirmiers pour travailler dans les services, si c'est pas la priorité de l'établissement de faire de la recherche, le recrutement pour le poste, pour vous remplacer sur votre temps clinique, vous l'aurez jamais, on l'a pas. Donc, même si quand on obtient de l'argent, que les gens aient bien en tête que même pour un PHRIP, même si c'est pas l'argent de l'hôpital, c'est quand même important d'être dans une institution qui va prioriser la recherche pour qu'ils acceptent d'allouer du temps pour ça. Le contexte de 2016-2017, au moment des lourds déplacements, le permettait peut-être plus aussi. Après, je reviens sur les collègues de Pépites qui sont là, je pense qu'ils pourront peut-être évoquer ça, mais je crois que eux, dans leur temps, ils sont 2 infirmiers qui travaillent sur le même secteur de psychiatrie, donc il me semble qu'ils ont du temps détaché pour... peut-être que tu peux répondre, Arnaud, mais autour de ça. Bah, ça tombe bien, Pierre, j'ai le micro, parce que comme je sens que les questions s'essoufflent, j'allais prendre la parole sur ce sujet-là. Et je rejoins Yvonne, on a dans le budget du PHRIP du budget pour avoir du temps consacré, etc. Mais on en reparlait hier encore dans le train. On se confronte à la difficulté entre... Il y a un papier signé tout en haut des strates pour accorder du temps, il y a du budget fléché, et sur le terrain, il est pas envisageable parce que finalement, on peut pas recruter un infirmier à 40 ou 20%. Ça n'existe pas en termes de fiche de poste. Donc, on peut pas vous remplacer. Donc, ce temps-là, il est pris... on va dire au détriment ou avec l'organisation intelligente avec mes collègues sur mon travail, mon hôpital de jour, pour que j'ai des temps creux finalement qui me sont laissés où je travaille sur le PHRP, où des fois je saute mon repas, où je m'organise. Mais entre ce qui est prévu sur les papiers et ce qui arrive en bas, on voit rarement la différence. Et après ma prise de parole là-bas, c'était, tu nous as cité tout à l'heure pour notre PHRP. Il a existé à la direction parce que tu nous y as accompagnés. C'est l'occasion de te remercier. Voilà. C'est important d'être bien entouré, mais aussi bien accompagné quand on va voir les gens qui décident et d'avoir la bonne expérience et les bons arguments dès le début. Parce que si la porte vous est fermée dès le début, finalement, vous n'avez pas accès à tout le reste. Donc avant d'accéder à la DGOS, etc., il faut pouvoir avoir les bons arguments au tout début. Et des fois, ça se joue à pas grand-chose un projet, des planètes qui s'alignent. Voilà. Merci Pierre. Merci à vous. Merci. Oui, Jean-Paul. Un micro. Ah, Jean-Paul. Merci. Oui, merci Pierre pour ton intervention. Effectivement, je t'ai sollicité. Je pense que c'est important qu'on puisse avoir les parcours, mais les parcours en amont du PHRIP, ceux qui sont effectivement, on n'a pas de visibilité parce qu'on sait que là c'est sur du temps personnel. Et on voit bien que dans les parcours, il y a les freins et les leviers. Il faut qu'on apprenne des leviers, mais il faut aussi qu'on apprenne des freins. C'est vraiment quelque chose d'important. Et sur une dimension de recherche, moi j'ai toujours aimé ton PHRIP parce qu'on est vraiment dans ces évidences. C'est-à-dire on a tous fait l'expérience de manière parfaitement empirique, que si on arrive dans un service ou une unité qui a une bonne ambiance, ça va être plus facile que dans une où il y a une mauvaise ambiance et que ça va se répercuter sur la qualité du soin. Tu as simplement voulu objectiver ça. Et aujourd'hui, on est quand même dans des problématiques attractivité, fidélisation, satisfaction au travail. C'est-à-dire on est au cœur des problématiques, notamment dans nos métiers du soin. Et la recherche, ça ne s'arrête pas à la présentation des résultats, ça s'arrête à l'intégration des résultats dans les pratiques professionnelles. Et là, on voit qu'effectivement, qu'il manque vraiment un levier. Alors la stratégie, c'est d'aller présenter ces résultats hors études, et trouver des gens qui les intéressent. Et quand on trouve des gens qui les intéressent à l'extérieur, comme par hasard, ça va ouvrir des portes à l'intérieur. Merci. Tout à fait. Très bon conseil. Tout à fait. Je vais essayer de Merci. suivre. Merci à vous.